Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de cette journée de m'avoir invité ce matin. Je regarde un peu par là parce que je vous vois sur l'écran comme ça. Enfin, j'ai vu que vous avez levé les bics jaunes ou les fardes rouges, que vous êtes mis à droite ou à gauche selon que vous étiez dans le fondamental, dans le secondaire. Mais bon, la présentation est un peu succincte. Je vais faire un peu plus long me concernant. C'est souvent comme ça, hein, l'intervenant il dit un peu plus sur lui, et donc je vais le faire rapidement. Je regrette évidemment qu'on n'ait pas l'occasion de se rencontrer en vrai comme tout le monde, mais ici quand même les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands et je pense que ça va être une journée pour vous assez passionnante, une journée de débat. Vous avez l'occasion de participer et donc la participation c'est notamment au centre de ce que je vais vous raconter ce matin. Donc je suis le délégué général droit de l'enfant. Vous avez peut-être vu dans les médias que bientôt ce sera le défenseur des enfants, hein, un terme un peu plus sympa et plus facile pour comprendre ce que c'est. Mais comme voilà, je vais quand même vous dire ce que je fais et ce que c'est l'institution pour que, indépendamment de ce qu'on va partager aujourd'hui, vous sachiez quand même le rôle de cette institution. Et donc, c'est une institution libre, autonome, indépendante, qui est nommée par le gouvernement sur proposition du Parlement. Et l'idée, c'est de remplir, j'ai envie de dire, 4 fonctions essentielles. Je les cite rapidement, on va pas passer la matinée là-dessus, hein, mais première fonction, c'est récolter et traiter les plaintes relatives à l'application de la Convention des droits de l'enfant. J'en dirai un mot tout à l'heure. Deuxième mission, assurer la promotion de cette convention. Et depuis le début de mon premier mandat, il y a déjà 12 ans, j'ai toujours voulu que ça se fasse de manière populaire, pas populiste, hein, populaire dans le bon sens du terme. Je crois que les grands colloques, les conférences, les symposiums, ça convainc surtout les convaincus. Et donc depuis le début, j'ai voulu aller à la rencontre du public avec un bus articulé d'ailleurs que j'ai utilisé pendant un bout de temps pour être là où ça se passe, dans les marchés populaires, etc. Troisième mission, donc première mission, récolte des plaintes. Deuxième mission, promotion. Troisième, c'est le contrôle et l'application des différents décrets qui concernent et arrêtés qui concernent l'enfance et la jeunesse en général. Et puis la quatrième mission, elle fait un peu la synthèse des 3 premières, c'est une mission de recommandation et d'interpellation politique auprès des responsables politiques et administratifs. Je remets donc chaque année un rapport d'activité. Le 20 novembre, il vient de sortir, il est assez beau, vous pouvez aller le voir sur le site du délégué général, vous tapez délégué général et ça, vous arrivez tout de suite dessus. Alors, j'ai quand même coutume, et je le fais à chaque fois depuis 12 ans, donc je ne vais pas arrêter maintenant, de me présenter avec de manière un peu plus concrète, et pour vous dire en quoi je trouve que les droits de l'enfant sont importants, en vous disant les 2 questions qu'on m'a posées le plus souvent depuis que je suis délégué général. Alors, la première question, c'est le jour même, quand j'ai été nommé, j'étais pas préparé parce que je suis un peu un candidat par défaut. C'est pas moi qui devais être nommé. Puis je suis content, il n'y a pas de problème. Mais la première question qu'on m'a posée, c'était: Monsieur le délégué général, c'est bien beau un délégué général aux droits de l'enfant, mais à quand un délégué général aux devoirs de l'enfant? Parce que c'est bien connu, en général, chaque droit devrait être compensé par un devoir. Et j'ai répondu une connerie, mais je vais encore vous dire ce que j'ai dit comme connerie parce que j'ai jamais trouvé mieux. C'est que comme j'ai été éducateur de rue dans un premier temps, éducateur pendant très très longtemps, je peux dire que des jeunes, j'en ai rencontré de tout acabit, de toute religion, de toute culture, de toute origine, et que le constat que je pouvais faire et dont je pouvais témoigner, c'est que les jeunes qui ont été entourés, qui ont été élevés au sens étymologique du terme, qui ont été chéris, qui ont été encouragés par leur environnement, par leur famille, par leurs enseignants, dont les droits ont été respectés, ils ont une fâcheuse tendance en grandissant à respecter naturellement leurs devoirs et leurs responsabilités à l'égard de la société. Mais qu'à l'inverse, ceux qui sont stigmatisés, qui sont exclus, qui sont découragés, qui sont stigmatisés, dont les droits ne sont pas respectés, c'est souvent à eux qu'il faut rappeler les exigences et l'existence même des responsabilités, des devoirs à l'égard de la société. Et ça nous rappelle une histoire plus vieille que l'humanité, l'éducation, et on y reviendra tout à l'heure. L'éducation, c'est du plus âgé vers le plus jeune, toujours. Et donc, commençons à respecter nos enfants et leurs droits, et on se garantit, je vous le jure, des sociétés bien plus pacifiées et bien plus agréables que celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La deuxième question, elle est plus compliquée, parce que là, je me suis planté, et j'avoue que j'ai toujours du mal à répondre, parce que vous comprendrez que la réponse est vraiment complexe. C'est: Monsieur le délégué général, est-ce que la Convention des droits de l'enfant est bien respectée en Belgique francophone? Et là, j'ai dit une connerie du genre, on n'est certainement pas le plus mauvais élève de la classe, on n'est pas un pays barbare, on n'est pas une république bananière. Et voilà, après, j'ai quand même, même si j'étais quand même bien informé des réalités sociales, j'ai fait une grande tournée en Wallonie, à Bruxelles, autour de la question de la pauvreté infantile. Et je dois vous avouer qu'en revenant et en remettant un rapport au gouvernement sur l'état de la situation, je dois vous avouer que je me suis dit que j'avais quand même été un peu mauvais
et même très mauvais parce que, à l'évidence, il n'y a pas un seul article de cette belle convention, dont je parlerai quand même quelques fois, il n'y a pas un seul article de cette belle convention qui résiste à l'épreuve de la pauvreté. Que ce soit en matière de santé, qui est pourtant un droit essentiel, que ce soit en matière d'instruction ou d'éducation, votre domaine, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'équité. Et donc, par rapport à la précarité, par rapport à la pauvreté, c'est évident qu'on est très très loin du compte. Et je le regrette. Évidemment, c'est les temps particuliers qu'on vit et qu'on traverse ensemble pour le moment sont encore plus inquiétants, puisque vous savez qu'aujourd'hui, si on considère que 75% de la population n'a pas été touchée dans ses revenus économiques par la crise, en tous les cas 25%, la subissent de plein fouet, et dans ces 25%, certains étaient déjà dans une situation extrêmement grave, extrêmement dramatique avant. Donc moi je dis souvent que, bien sûr, la pauvreté infantile, c'est d'abord la pauvreté des parents, mais certains pays s'organisent bien mieux que le nôtre pour faire en sorte que les enfants subissent moins les conséquences de la pauvreté de leurs parents. C'est un autre sujet, mais je voulais quand même vous le dire, parce que évidemment, si la situation de précarité et de pauvreté est très importante chez nous aujourd'hui en Belgique, la pandémie qu'on traverse fait en sorte que des enfants à travers le monde vivent des situations complètement insupportables, dues notamment à ces problèmes économiques. Alors, je rentre directement dans le vif du sujet après cette présentation un peu longue, je m'en excuse, mais ça me permet de dire d'où je parle, et que vous compreniez d'où je parle, et que vous compreniez, donc vous puissiez peut-être me pardonner certains emportements, certains moments, certaines colères, certaines rages que j'ai jamais cachées. Et je ne vais pas commencer non plus, maintenant que j'arrive plus ou moins au terme de mes 2 mandats, je ne vais pas les cacher parce que je trouve que c'est, voilà, il faut pouvoir dire les choses clairement. Dans cette convention, il y a donc une tripotée d'articles. Il y en a 2 qui sont vraiment essentiels et qui font visiblement l'originalité de la Convention de 89. On n'a pas attendu 1989 et la Convention des droits de l'enfant pour reconnaître des droits aux enfants. Bien avant, il y avait des textes, la Convention de Genève, la Déclaration de Genève, pardon, bien avant, après la Deuxième Guerre mondiale, reconnaissait déjà une série de droits aux enfants, des droits qu'on disait essentiels. Avoir un toit, avoir à manger, être en bonne santé, pouvoir vivre en famille, c'était déjà là avant. Mais la grosse originalité de 89, ce sont 2 nouveaux droits qui sont très contemporains de l'époque. C'est le droit à l'expression et le droit à la participation. Donc quand on dit que on va donner la possibilité à des enfants de participer, eh bien, on doit se dire que c'est déjà une grosse erreur, ils ont le droit. C'est un droit essentiel, il est reconnu par les Nations Unies. Et je rappelle quand même que cette convention est aujourd'hui le texte le plus signé, le plus ratifié au monde. Tous les pays du monde en sont signataires. Tous les pays du monde y sont liés, parce que je rappelle aussi que quand on signe une convention internationale, non seulement on s'engage pour faire en sorte que cette convention soit respectée dans le pays signataire, mais c'est aussi tout l'intérêt dans cette démarche que vous suivez aujourd'hui, c'est le fait, il faut quand même savoir, cette convention, quand on signe une convention internationale de cette qualité, eh bien les pays s'engagent solidairement. Et quand un pays est en difficulté concernant l'application de la convention pour ses enfants, son devoir est de demander de l'aide aux pays partenaires, et le devoir du pays partenaire est de l'apporter. Et donc ici, quand on parle de solidarité internationale, de citoyenneté mondiale, c'est quand même un élément important de dire que cette convention finalement implique cette citoyenneté et cette solidarité internationale. Donc, je disais, deux droits essentiels qui arrivent en 89, qui n'étaient pas avant, droit à l'expression, à la participation. Alors je le dis avec un peu de difficulté aujourd'hui parce que cette crise révèle ce qui existait déjà avant. Globalement, ces droits sont extrêmement mal respectés en Belgique francophone et un peu partout en Europe. Ce sont 2 droits, on a l'impression qu'ils n'existent pas. Le droit à l'expression, évidemment, dans cette période un peu compliquée, on a bien vu que c'est loin d'être garanti. Il y a bien quelques initiatives à gauche et à droite pour permettre de donner la parole à des enfants et à des jeunes qui traversent ces difficultés qu'on traverse tous avec beaucoup plus d'acuité, sans doute, vu leur jeune âge. Mais en termes de participation, rien, schnoll. Donc moi, j'ai quand même participé à beaucoup de task force, beaucoup de réunions d'experts à gauche et à droite. Jamais vu un jeune. Jamais, jamais, jamais. Alors on me dit souvent, oui, mais les jeunes, comment est-ce qu'on peut demander à un jeune de participer? Il ne sera jamais représentatif de toute la jeunesse. Comme si tous les adultes étaient représentatifs de tous les adultes. Ils sont en général représentatifs de leur petite chapelle. Mais donc, en termes de participation, on n'est nulle part. Et je vais essayer de vous dire comment on pourrait peut-être sortir, selon moi, de cet écueil et comment on pourrait utiliser la participation et la citoyenneté comme un outil pour améliorer nos pratiques pédagogiques et nos pratiques éducatives à l'égard des enfants et des jeunes. Alors, pourquoi est-ce que ce droit, historiquement, pourquoi est-ce que ce droit à l'expression et à la participation arrive en 89? Eh bien, simplement parce que le monde a changé.
Au cours des 50 dernières années, on sait qu'il y a eu des transformations fondamentales dans le monde. Alors les gens disent, ah oui, c'est ça, c'est l'apparition d'Internet. Non, pas du tout. La grande innovation des 50 dernières années, c'est l'évolution des modèles des familles. Ça, c'est, je veux dire, si vous imaginez 50 ans en arrière, quand moi j'étais gamin, donc enfin même plus que 50 ans alors, mais quand j'étais gamin, la famille, c'était papa, maman, 2 enfants, un chat, un chien, et puis c'était fini. C'était terminé comme ça. Aujourd'hui, ces familles existent, hein, c'est très bien. Il y a encore beaucoup de familles qui sont comme ça, avec un chat, un chien, et des enfants, et un papa et une maman. Mais aussi, il y a vous savez qu'il y a des familles pluriparentales, monoparentales, recomposées, adoptantes, homoparentales. Enfin, tous les modèles sont là. Et pour moi, c'est vraiment pas une catastrophe. C'est plutôt une joie de voir cette diversité. Mais en tous les cas, ça a eu des implications notamment en termes de gestion de l'autorité. Et on est arrivé à une société en termes de gestion familiale beaucoup plus horizontale. Donc quand moi j'étais gamin, que je faisais une connerie, j'étais devant la télé avec mes parents, il y avait une seule télé noir et blanc avec une antenne qu'il fallait régler pour avoir la RTB. Quand je faisais une connerie, mon père me disait file dans ta chambre et j'étais terriblement mal et je filais dans ma chambre. Aujourd'hui, moi, j'ai deux jeunes, des filles de 18 et 20 ans. Si je veux vraiment les emmerder, quand elles ont fait un truc, je trouve qu'il faut que je dois leur dire, sors de ta chambre. Parce qu'elles sont quand même plus souvent dans leur chambre que de manière familiale, parce que même dans les familles, on vit de manière un peu différente, plus individualisée, mais aussi plus horizontale. Ça veut dire que cette manière de faire autorité, de dire file dans ta chambre, ça marchait peut-être il y a quelque temps, ça marche quand même moins bien aujourd'hui. Les familles qui s'en sortent mieux, en tous les cas, parce que tout le monde a du problème de gestion de l'éducation de ses enfants en période de pandémie et hors période de pandémie. Les familles qui s'en sortent mieux, ce sont ces familles qui ont pu bricoler un modèle d'autorité qui leur est propre, dans lequel on voit régulièrement la participation des enfants aux décisions. Donc l'autorité existe, mais elle est négociée. Donc on est souvent sur des moyens négociés qui sont pris sur un ordre relationnel égalitaire. Et à certains moments, évidemment, dans l'intérêt des enfants ou de la famille, les parents prennent des décisions qui sont imposées sur un mode relationnel hiérarchique. Mais de manière générale, on essaye de rester sur un modèle horizontal. Si vous référez aux recherches de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse, je sais plus dans quel ordre ça marche, de l'enfance, la petite enfance et la jeunesse ou le contraire. Bref, si vous vous référez aux travaux de l'Observatoire de l'enfance, vous allez voir qu'ils ont fait une recherche très intéressante sur la question de la participation dans les familles. Et vous allez voir que globalement, dans les familles, les jeunes qui ont été interrogés sont nombreux, sont relativement satisfaits de leur participation. Donc ils ont l'impression de pouvoir donner leurs mots, etc. Donc avec évidemment des réalités très différentes selon les familles, selon les milieux d'origine, selon le niveau d'instruction des parents et d'éducation des parents, qui sont capables de se bricoler ce fameux modèle d'autorité propre, puisque l'autorité, le modèle d'autorité générale a quand même été fort bousculé avec toutes ces modifications familiales. Est-ce qu'on peut dire pareil dans les écoles ? Est-ce que la participation, est-ce que vous pensez vraiment que les élèves, vos élèves que vous croisez, estiment que leur participation est la bienvenue dans l'école ? Non. Non, clairement non. Alors de nouveau, je prends les précautions oratoires. Les commentaires critiques que j'adresse à l'école ne s'adressent pas aux enseignants. Donc évidemment, je connais plein d'enseignants, et la grosse majorité sont des enseignants extrêmement dynamiques qui essaient de bouger justement, de faire un peu bouger les codes de l'école, la faire évoluer vers un modèle, je veux dire, d'école un peu plus contemporaine que celle qui est encore aujourd'hui, quand même solidement ancrée dans le siècle passé, avec des modes de gestion de l'autorité un peu passés aussi, passéistes, et avec lesquels les enfants ont beaucoup de difficultés, et du coup les enseignants aussi, parce que se retrouver avec un modèle d'autorité aussi différent que celui qu'il est pratiqué à l'égard, j'ai envie de dire, dans la société en général, c'est assez compliqué. Si vous voyez dans le monde de l'entreprise, le poids relatif, compris les organisations de représentants des travailleurs, vous comprendrez que là aussi, la participation des travailleurs dans l'entreprise est beaucoup plus activée, beaucoup plus active aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ou 40 ans. Mais l'école reste quand même malgré tout une espèce de bastion, j'ai envie de dire, d'une forme d'autorité, une forme de gestion des relations quand même relativement passéiste. Alors, je reprends vite mes notes. Pourquoi je dis ça ? Simplement parce que si on veut éduquer à la citoyenneté, et donc comme tout le monde, évidemment, vous êtes devant vos écrans, nous on est ici ensemble, on y croit, évidemment, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Si on veut éduquer à la citoyenneté, si on veut éduquer, et donc la citoyenneté étant entendue bien au-delà simplement de l'appartenance à un pays ou à l'intérieur de frontières, mais plutôt
l'accession à un modèle de relations démocratiques, hein, donc c'est bien ça la citoyenneté, qui dépasse justement les frontières et qui peut aller jusqu'à une citoyenneté mondiale. Si on veut éduquer nos enfants et nos élèves à ça, on doit quand même se dire qu'on doit avoir un contexte particulier. Je ne vais pas quand même vous faire l'affront de dire que le modèle, enfin l'outil le plus utile en éducation, c'est l'exemple. C'est le parent qui a envie qu'un enfant ait une telle ou telle attitude. Le plus simple, c'est de montrer. Et donc, c'est quand même l'outil d'éducation le principal, c'est parler certainement, mais montrer, avoir une attitude particulière va inciter l'enfant à suivre. Est-ce qu'on peut dire que nos écoles sont démocratiques ? Là, c'est quand même un peu compliqué de dire ça parce que, objectivement, d'abord, ça n'a pas été créé comme ça. L'école n'a pas été créée pour être démocratique. Mais dans l'époque qu'on traverse, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de se dire, si même elle n'est pas démocratique, elle doit pouvoir donner l'accès à la participation. Et que sans doute, en donnant cet accès à la participation, le modèle qui ne doit pas être entièrement démocratique sera plus acceptable. Pourquoi je dis ça ? Parce que visiblement, beaucoup de mots de l'école, et les mots que vous vivez tous les jours, sont liés, selon moi, au manque de participation et d'expression. Je prends un exemple particulier, qui est connu dans toutes les écoles, sur lequel la Fédération Wallonie-Bruxelles a fait beaucoup de travail, la question du harcèlement. Alors, le harcèlement, vous serez d'accord avec moi qu'en général, quand on parle de harcèlement chez les jeunes, on parle de harcèlement scolaire. Et on en est arrivé à prendre cette notion de harcèlement scolaire comme étant incontournable. Simplement parce que, effectivement, on doit constater que même si les jeunes se retrouvent dans d'autres collectivités, au niveau du sport, mouvement de jeunesse, activités culturelles, les phénomènes de harcèlement naissent régulièrement à l'école. Alors, on peut évidemment se dire, oui, c'est parce qu'ils sont nombreux, etc. On doit aussi pouvoir se dire que, selon les théories de Bourdieu notamment, les violences institutionnelles, les violences insidieuses, provoquent des violences agies, dont le harcèlement est sans doute une des représentations les plus visibles. Je ne veux pas dire que l'école a des responsabilités ou les enseignants ont des responsabilités sur le harcèlement entre pairs. Je veux simplement dire que le contexte d'éducation, l'ambiance, et alors l'ambiance et le climat d'école, peut influencer évidemment certains comportements. J'ai demandé assez régulièrement, et je pense qu'on va l'obtenir, qu'il puisse y avoir une étude comparative du harcèlement scolaire, du poids du harcèlement scolaire dans des écoles dites à pédagogie traditionnelle et dans des écoles à pédagogie dite participative, enseignement freiné, Montessori, etc. J'ai, en tous les cas, l'intime conviction, après avoir discuté avec des enseignants et des élèves d'écoles participatives, que ces phénomènes de harcèlement sont nettement moins prégnants, nettement moins présents dans ces écoles. Je veux dire, visible, c'est vraiment pas ça. Je crois qu'il n'existe vraiment pas, ou beaucoup moins, dès lors que la participation à l'élaboration du contrat pédagogique entre les enfants et l'école, les élèves et l'école, est une réalité, et dès lors que des espaces d'expression réguliers sont organisés. Et évidemment, ça semble relativement, je veux dire, logique que si chaque difficulté relationnelle au sein de l'école est gérée rapidement, et si la participation des élèves est attendue pour régler avec le cadre enseignant, avec les éducateurs, des problèmes relationnels au sein de l'école, il me paraît, moi, relativement évident que c'est plus simple, et ça me semble relativement normal que cette difficulté diminue dans ce cadre-là. Donc, voilà bien un exemple sur lequel une difficulté qui est très régulière, qui est très récurrente, qui fait beaucoup de difficultés forcément aux enfants, qui sont victimes, certainement harceleurs eux-mêmes, qui eux-mêmes sont en général pas bien dans leurs chaussures non plus. Ça, c'est quand même aussi une constante qu'on retrouve. Et puis des enseignants qui souffrent de ça aussi, parce que c'est extrêmement difficile de voir que certains de ces élèves sont dans des situations psychologiques difficiles parce que ils sont harcelés et qu'eux sont complètement impuissants. Alors, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Donc Bruno Mbeck, avec qui je travaille souvent, organise des cours de récréation avec 3 espaces pour faire en sorte que chacun puisse avoir son espace. On organise des espaces de parole. C'est pas suffisant. Si l'école n'intègre pas justement la participation et l'expression libre des élèves dans son fonctionnement, je pense qu'on aura toujours des difficultés. Alors, à côté de ça, je veux dire, il y a évidemment d'autres violences insidieuses, d'autres violences qui sont visibles dans l'école et sur lesquelles on doit pouvoir agir. Je prends quelques exemples. L'école en Fédération Wallonie-Bruxelles, le niveau scolaire n'est pas mauvais. Hein, donc, la preuve, aux enquêtes internationales, nos meilleurs élèves ont des scores qui dépassent les scores qui sont présentés par
les élèves des pays phares en matière d'enseignement, on parle souvent de la Finlande, etc. Ça, c'est une évidence. Mais nos cancres, nos pires élèves, ont des résultats qui sont à hauteur des fameuses républiques bananières que j'évoquais tout à l'heure. Et cette différence entre nos bons élèves et nos cancres, c'est une violence évidemment évidente qui est faite. Et si on ne permet pas une expression à ce propos-là, si on ne permet pas justement aux élèves et aux enfants et aux parents d'être conscients de ces réalités et de les exprimer, on est à côté de la plaque. Alors, pour essayer de faire un peu plus concret, je me suis dit que j'allais essayer d'essayer de donner des pistes. Comment est-ce qu'on peut concrètement faire en sorte que ça aille un peu mieux sur la participation et l'expression des jeunes dans les écoles? Le premier truc, je dis ça depuis quand avant d'être délégué général, je vous ai dit que j'étais éducateur, responsable d'une AMO, puis j'ai créé des projets associatifs autour des jeunes, des adolescents un peu compliqués à gérer. Je voulais évoquer avec vous le règlement d'ordre d'intérêt d'une école. Alors, le règlement d'ordre d'intérêt d'une école, c'est la pièce maîtresse d'une école. C'est là-dessus que vont se calibrer toutes les relations au cours de l'année scolaire. Les relations entre les parents et l'école, entre les élèves et les enseignants, entre les enseignants et la direction, entre les personnes qui viennent de l'extérieur dans l'école, et sur toute une série de modalités, vestimentaires, horaires, en fait, une série de choses. Je vous pose la question, vous ne pourrez pas me répondre parce qu'on est un peu à distance, mais en général, ça m'est déjà arrivé d'aborder cette question dans des conférences, je demande aux gens de lever la main, de baisser la main, mais est-ce que vous pensez, vous en tant que parent, si vous êtes parent, est-ce que vous avez déjà lu le règlement d'ordre intérieur de l'école dans laquelle est inscrit votre enfant? Est-ce que les élèves du primaire, ou même du secondaire, même du primaire, ont jamais lu les règles qu'ils se mettent ensemble? Et donc, par exemple, moi, je suggère depuis très très longtemps que la première semaine de cours ne soit jamais donnée, qu'on ne donne pas cours la première semaine, mais qu'avec une série d'intervenants, et je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont intéressés à l'organisation de ces journées, qu'avec des intervenants extérieurs, des cultureux, des vidéastes, des comédiens, avec des artistes, des conteurs, on puisse faire en sorte que élèves, enseignants, personnel éducatif de l'école puissent partager autour de ce règlement. La question n'est pas de savoir, certaines écoles se disent, on pourrait même aller jusqu'à faire le règlement avec les élèves, pourquoi pas? Mais au moins qu'on sache sur dans quel jeu on joue. Si on veut vraiment avoir un fonctionnement démocratique, si on veut vraiment jouer les jeux, comment est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que ce règlement qui fait des catastrophes et des dégâts, puisqu'à chaque fois qu'il y a un souci dans l'école, exclusion, toute une série de dégâts entre guillemets qui sont très graves parfois très lourds pour les enfants et les jeunes, ce règlement n'est jamais travaillé, n'est jamais lu même en commun. Alors je dis une semaine, peut-être si on fait 3 jours, ce serait bien parce que je sais que le temps est compté, qu'il faut toujours faire de la matière, mais là quand même, ce serait quand même heureux. Et donc, premier exemple. Deuxième exemple qui revient très régulièrement, les toilettes. Alors, les toilettes, je sais que c'est moche de parler de toilettes, parce que justement, quand on parle des toilettes de l'école, en général, ça pue, quoi. Et donc, il faut dire les choses comme elles sont. Moi, en 12 ans, sur les commentaires critiques qui me sont arrivés, sur les plaintes, sur les questions qui sont arrivées, les toilettes ont été régulièrement citées. Parce que c'est pas géré collectivement, c'est pas géré de manière participative. Donc en général, au niveau de l'infrastructure, c'est souvent déplorable. Mais même la manière de gérer l'accès aux toilettes, la manière de faire en sorte qu'elles soient entretenues et qu'elles soient respectées par les enfants et par les élèves n'est pas suffisante. Et en général, dans beaucoup d'écoles, d'ailleurs, les toilettes des élèves ne sont pas partagées par les enseignants. Je ne dis pas que ça doit l'être, hein, mais en général, évidemment, quand les enseignants sont obligés ou sont tenus, parce que l'infrastructure est comme telle, de partager les toilettes avec les élèves, en général, ça va mieux. Parce qu'il y a un contrôle social, entre guillemets, de la part des enseignants sur ce qui se passe dans les toilettes, parce que chacun est plus respectueux de ce qui se passe ailleurs. Je veux simplement dire par ces 2 exemples, règlement et toilettes, que si on n'arrive pas à faire en sorte d'intégrer la participation des jeunes, des enfants, des élèves dans la gestion commune de l'espace qu'on partage, de l'école qu'on partage, c'est inutile, c'est illusoire de vouloir parler réellement de participation comme étant un absolu ou un objectif démocratique. C'est inutile d'espérer parler de solidarité au-delà même de nos frontières au niveau mondial. C'est inutile de s'engager là-dedans parce que, comme je disais tout à l'heure, en matière d'éducation, l'exemple compte. Et donc, je pense que c'est important de faire ça. Alors,
Pourquoi faire ça et pourquoi c'est important? Parce qu'une fois qu'on a dépassé, une fois qu'on est rentré dans une logique de participation, on réalise très rapidement que les élèves voient du sens, entre guillemets, dans leurs apprentissages. Il y avait tout récemment encore une carte blanche publiée par Le Soir, je pense, d'un élève de terminale, un gars, il s'appelle Corentin Melchior, je pense, qui a publié une carte blanche très récemment, dans lequel il disait il faudrait absolument que les enseignants comprennent qu'avant de commencer à apprendre, on doit avoir un climat d'apprentissage. Il doit y avoir une relation. Et là, je pense que ce jeune qui termine donc des humanités, un jeune brillant, invisiblement, qui écrit très très bien, qui parle très très bien aussi, parce que j'ai l'occasion de l'entendre, ce jeune dit clairement ce qui manque dans les écoles aujourd'hui. Si on veut passer justement ce cap de dire on va travailler en partenariat avec les élèves et on va essayer de sortir de cette logique de les élèves d'un côté, les enseignants de l'autre. Je pense que la distinction doit toujours exister. Je ne demande pas de taper dans le dos, se tutoyer, etc. C'est pas ça la question. Mais en tous les cas, créer un climat qui permet justement d'avancer là-dedans. Alors, je ne sais pas donc, combien de temps il me reste encore, mais à mon avis, encore 5-10 minutes peut-être, sans doute. Alors, je peux encore continuer parce que j'ai quelques idées que je voulais partager avec vous. Ce qui me semble aussi terriblement essentiel, c'est que les écoles s'ouvrent, que les écoles sortent, entre guillemets, de leur fonctionnement traditionnel et s'ouvrent vers les acteurs de l'éducation non formelle. La pandémie qu'on traverse le démontre tous les jours. Il n'est pas normal, à partir du moment où le gouvernement a décidé de maintenir les écoles ouvertes, ce qui pour moi est une très bonne idée, mais en faisant ça, ils ont décidé que le centre névralgique de leur politique en matière de jeunesse, d'enfance et de jeunesse, c'est les écoles. Il n'est pas normal qu'il y ait si peu de participation et de collaboration entre les acteurs de l'éducation formelle, donc vous en tant qu'enseignants et les écoles, et les acteurs de l'éducation non formelle. Je veux dire école de devoir, centre d'éducation permanente, maison de jeunes, dispositif AMO dans le cadre de l'aide à la jeunesse, toute une série d'acteurs, acteurs temps libre, enfin toute une série d'acteurs qui devraient évidemment avoir des collaborations intenses. On ne peut pas demander aujourd'hui aux enseignants d'avoir la responsabilité non seulement d'enseigner des matières, d'être dans le travail d'intelligence abstraite, des apprentissages cognitifs, et en même temps de rassurer des enfants et des jeunes qui sont dans des situations de stress permanent, d'ouvrir des espaces d'expression, d'ouvrir des espaces de participation, de mettre du dynamisme là-dedans, de mettre des mots pour faire en sorte que justement qu'on puisse soigner, entre guillemets, ces nombreuses détresses individuelles que vous rencontrez tous les jours. Eh bien là, je dois vous avouer que je ne comprends pas comment depuis si longtemps, sur des questions aussi essentielles justement que la participation, l'expression des enfants, donc ces deux droits essentiels qui sont dans la Convention, on est encore si loin, on est encore si en retard. Parce que objectivement, quand ça marche, quand il y a un peu de respect entre les acteurs de l'éducation non formelle et les acteurs de l'éducation formelle, donc vous, et vice-versa, je vous avoue que ça peut donner, ça dépote. Hein. En général, ça donne quand même solidement bien, et ça ouvre des espaces de liberté, ça ouvre des espaces d'expression et de participation qui sont très intéressants. Mais je vous le dis, moi, je disais, samedi dernier, je faisais sur Zoom un échange avec une série de jeunes qui participaient à une après-midi information carrière organisée par un club service. Et donc l'idée, c'était de présenter ma formation, mon métier, etc. Et donc j'ai quand même demandé à ces jeunes ce qu'ils pensaient du retour annoncé, alors on verra ce que ça donnera, mais du retour annoncé à 100% à l'école. Bien, je dois vous dire que globalement, ces jeunes, je leur demandais est-ce que tu es très content, à moitié ou pas vraiment, à moitié mais plutôt pas vraiment content ou pas content du tout. Bien, je dois avouer que j'ai rencontré à mon avis 45 jeunes là sur l'après-midi. J'aurais posé la question à 45 jeunes qui sont sans doute pas représentatifs de toute la jeunesse, justement parce que ce sont des jeunes qui prenaient leur samedi après-midi pour s'informer sur leur choix d'études et de carrière, donc plutôt des jeunes qui étaient en accord avec le modèle scolaire, donc pas des jeunes en décrochage, sans doute plutôt des jeunes assez conformes aux attentes de l'institution scolaire. Bien, la grosse majorité a dit pas content du tout, ou à moitié content, mais aucun n'a dit au chouette on rentre. Et quand on discutait un peu avec eux, sans doute que beaucoup d'entre eux auraient bien préféré ne pas rentrer à temps complet, à quelques mois de la rentrée, mais avoir peut-être, puisque maintenant c'est une demi-semaine souvent, ou bien un jour, on aurait pu dire 2 jours pour chacun en présentiel et 2 jours en petit groupe présentiel ou à distance, et puis au milieu, le mercredi, tout le monde se retrouve avec les enseignants, mais aussi avec des acteurs extérieurs de l'éducation non formelle pour travailler sur la participation, pour travailler sur la prise de parole, pour travailler sur des mots à mettre sur des stress, sur des difficultés, etc. Et sans doute que cette formule-là, qui a été proposée par un des jeunes et que
j'ai reformulé pour les autres après, aurait mieux convenu que ce qu'on a prévu maintenant. Mais comment voulez-vous le savoir si on n'invite pas les jeunes à participer? Comme je disais tout à l'heure, je n'ai jamais rencontré nulle part dans dans une task force ou dans un groupe de travail un seul jeune qui participait. Je voudrais reprendre rapidement, c'est un peu décousu, mais je voudrais encore vous dire quelques trucs qui me semblent importants. Voilà, une petite phrase, simple, une petite phrase, et vous allez comprendre l'idée. Albert Dupontel, qui est un réalisateur de cinéma, a refusé de participer à la cérémonie des Césars tout récemment, dont on a parlé beaucoup. Et il a refusé en disant que ces idées de mettre en évidence des premiers prix ou des seconds prix ne lui plaisaient pas. Il a dit je dis que géopolitiquement, être le meilleur, c'est quelque chose qui est en train de faire fondre la planète. Et en revenant évidemment avec cette précaution écologique dont nos jeunes ont montré, pour laquelle les jeunes ont montré leur intérêt très récemment. Donc on a l'impression que c'est un siècle, mais les manifestations, c'est il y a 2 ans. Toute une série de jeunes qui viennent montrer de l'intérêt pour ce qui dépasse le bout de leur quartier, le bout de leur rue, et même si on les a ridiculisés en disant ils le font simplement parce qu'ils ont pas envie d'aller à l'école, il y a une prise de conscience essentielle qu'il faut pouvoir soutenir. Et donc Albert Dupontel, je dis que géopolitiquement, être le meilleur, c'est quelque chose qui est en train de faire fondre la planète. Eh bien, si on veut sortir de cette logique de compétition, cette logique élitiste à l'école, si on a envie de faire communauté, si on a envie de se mettre en situation de pouvoir justement dépasser nos propres frontières, nos frontières de quartier, parce que, bon, je dis ici, vous savez, on vous parle où on est maintenant, on est à Bruxelles, dans un quartier qui est très bâti, entre guillemets, on est tout près de l'Union européenne, mais à quelques centaines de mètres d'ici, la réalité socio-économique n'a plus rien à voir. À Bruxelles et dans les grandes villes, vous avez des jeunes qui se croisent, qui se rencontrent, mais qui ne partagent plus grand-chose. Entre des jeunes qui tiennent les murs à Molenbeek, la commune dans laquelle je travaille, et des jeunes qui vivent dans des quartiers relativement des zones géographiques plus aisées, il n'y a plus de patrimoine commun. Donc si on veut recréer du patrimoine commun entre ces jeunes-là, entre ces jeunes d'un quartier à l'autre, pour après dépasser les limites de quartier, d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, et travailler vraiment dans une logique de collaboration, etc., nous devons dès à présent travailler à changer nos pratiques pédagogiques, à refuser la compétition, à refuser la mise en compétition, en rivalité, travailler justement sur des logiques de collaboration au sein de nos classes, faire en sorte que on puisse individualiser l'enseignement et ne plus dire ok toi t'as raté, tu vas doubler, etc. Parce que bon, par exemple le redoublement, parlons-en, c'est encore un des mots de l'école qu'on pourrait, avec la participation, atténuer sensiblement. Je ne dis pas qu'il faut arrêter le redoublement demain ou après-demain, mais si on pouvait créer plus de collaboration entre des élèves qui vont bien à l'école et qui sont parfois bien enrichis, entre guillemets, dans leur parcours scolaire, en étant le tuteur d'un enfant qui a plus de difficultés, si on pouvait organiser plus de solidarité au sein des classes et au sein des écoles, c'est évident qu'on aurait un contexte pédagogique qui nous permettrait d'aller au-delà justement de la classe, au-delà de l'école, et de faire en sorte d'aller plus loin. Et je terminerai, je crois que je suis à mon avis je peux encore, on me dit que je peux encore, c'est bien. Alors, j'ai aussi un gros intérêt, moi, pour la question de l'enseignement inclusif. Donc ça aussi, on passe un peu de la participation, mais pas tellement loin. On a aujourd'hui un enseignement qui est quand même très en cascade, entre guillemets. Vous savez que à partir d'un certain moment, tous les enfants sont scolarisés plus ou moins en même temps, et puis à un moment après le premier cycle du secondaire, on passe en cascade. On n'est pas bon dans le général, on va en technique, on va en qualifiant, en professionnel. Alors, ce sont des filières qui devraient être des filières d'exception, mais qui à la longue sont devenues des filières de relégation. Et c'est évidemment dramatique parce que là, on crée justement ce manque de solidarité, ce manque d'esprit d'équipe, et vous avez des corps qui sont complètement décimés parce qu'on a décidé de faire redoubler. Ce phénomène, on le connaît évidemment dans l'enseignement secondaire, mais puisque j'ai vu qu'il y en avait qui étaient beaucoup à gauche ou à droite, je ne sais plus, d'entre vous qui sont dans le primaire, je regrette de devoir dire quelque chose que je dis depuis le début et que je sais que ça fâche. Notre enseignement spécialisé
scolarise beaucoup d'enfants qui n'ont aucun handicap, ni physique ni mental, qui ont un retard intellectuel, qui est un retard culturel, j'ai envie de dire, qui est lié à leur origine socio-économique. Et donc, par facilité, sans doute, ou avec les meilleures intentions du monde, on les scolarise dans l'enseignement spécialisé. Et donc, c'est là aussi une manière de faire qui est antidémocratique, qui ne permet pas justement de donner sa chance à chacun. Et donc, c'est aussi une des révélations du fait que notre système scolaire n'est pas suffisamment, j'ai envie de dire, clair en termes de fonctionnement pour se permettre de donner des leçons, de faire passer des idées, parce que j'entends bien évidemment que ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas du tout négatif, travailler, vous n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit forcément, donc travailler avec des contenus sur la citoyenneté mondiale, travailler avec des contenus sur les réalités des réfugiés ici en Belgique, essayer d'expliquer, c'est évidemment indispensable, mais ça n'aura jamais le poids que ça pourra avoir s'il y avait un contexte, un climat et une ambiance d'école qui fait en sorte que ces messages sont non seulement compris, mais décodés et mis en pratique directement par les enfants et par les jeunes, et par les familles en général, puisque ces enfants sont affiliés à des familles. Donc, je disais sur le redoublement, par exemple, le redoublement, il coûte quand même encore chaque année plus de 500 000 euros pratiquement, 500 millions d'euros, pardon, 500 millions d'euros à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous imaginez ce qu'on peut faire en termes de remédiation ou en termes justement d'amélioration du système scolaire si on pouvait s'en passer, et on aurait sans doute une situation nettement plus agréable. Donc, pour clôturer, et après on aura l'occasion d'échanger, je dirais que ce qui manque aujourd'hui dans l'école et que peut amener la participation, la citoyennisation de l'école, je sais que le mot n'existe pas, mais je le dis, ce que ça peut amener clairement, c'est du sens. Et aujourd'hui, encore particulièrement, avec la période qu'on traverse, c'est ce que demandent les jeunes que je rencontre et c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Du sens à ce qu'on est en train de faire, de la perspective, du désir, vraiment, du désir d'école. Et donc, beaucoup l'ont perdu dans ces périodes difficiles. Et pas seulement, je pense, à cause du fait qu'ils sont en distanciel, simplement parce que ce qui se passe maintenant confirme, entre guillemets, des réalités que ces jeunes vivent depuis longtemps. Une relation avec l'école compliquée et qui devient de plus en plus compliqué, notamment avec la distance. Mais je crois que pour l'école, comme pour beaucoup de réalités sociales, la pandémie n'a fait que révéler ou accentuer des difficultés qui étaient déjà, ou des problèmes qui étaient déjà bien présents avant. Et puis, la deuxième chose, le troisième élément, évidemment, c'est du collectif. Du collectif, du collectif, du collectif et encore du collectif. Notre enseignement est selon moi, beaucoup trop centré sur la compétition, la performance. Je rappelle quand même que dans le grand débat qu'on a aujourd'hui sur la fin de l'année, vous avez entendu que la ministre a été fort critiquée parce qu'elle avait demandé de la bienveillance au conseil de classe pour la fin de l'année. Je crois qu'elle a bien fait de le dire parce que il faut quand même savoir qu'on va avoir un stress énorme chez les enfants qui vont reprendre l'école et que finalement ces examens, outre qu'ils peuvent permettre évidemment, notamment les examens externes, permettent d'avoir une vue entre guillemets d'ensemble sur les performances des élèves et ça, c'est utile pour le pilotage de l'enseignement. Outre ça, il faut quand même savoir que les pays qui réussissent le mieux en matière d'enseignement, donc par exemple la Finlande, n'organisent aucun examen, aucune évaluation sommative, simplement des évaluations formatives pendant toute la carrière des élèves jusqu'à la fin de leur tronc commun, donc jusqu'à leurs 14 ou 15 ans. Donc c'est la preuve en tous les cas qu'il y a moyen de faire autrement, sans prôner des logiques de réussite individuelle, sans prôner la compétition, en essayant d'être d'impliquer entre guillemets le plus possible la solidarité, la participation des élèves dans l'organisation de leur propre formation et de leur propre éducation, et en faisant en sorte que les relations de manière générale s'améliorent au sein des écoles. Et je termine alors vraiment en disant que le 15 mars, nous venons de publier avec un groupe de travail consacré à la question du harcèlement un petit bulletin, un petit feuillet qui est assez provocateur et qui parle de la question du harcèlement des enseignants ou des
l'école vers les élèves, parce que ça existe aussi. Et je pense vraiment que quand des enseignants ou quand des adultes de l'école ont des comportements inappropriés par rapport aux élèves, je pense qu'il y a lieu d'avoir vis-à-vis de ces enseignants la même mansuétude, la même compréhension qu'on peut avoir vis-à-vis des enfants qui harcèlent. Alors évidemment, tout n'est pas possible, il faut pouvoir arrêter, mais il faut pouvoir travailler ça parce que, je le répète, le climat scolaire n'est pas un climat participatif, n'est pas un climat par principe bienveillant, indépendamment des compétences et de l'envie et de l'allant des enseignants, vous, qui y êtes tous les jours, il y a dans notre fonctionnement quelque chose qui ne va pas aider, entre guillemets, ces fonctionnements démocratiques. Voilà, j'en reste là. Et je vous remercie à distance pour votre bonne attention et je suis donc tout disposé à répondre aux questions. Merci beaucoup Bernard DeVos et bravo pour le timing parce que je vous rassure, vous l'avez parfaitement bien tenu. Merci. Voilà. On aurait encore voulu vous écouter plus longtemps, mais moi j'aurais pu plus. Moi, je suis là, il faut que je boive sinon. Oui, c'est vrai qu'on va quand même vous chercher un verre d'eau peut-être. Je veux bien. Voilà, on est dans le collectif, voilà, tout le monde va aider. Très bien, parfait. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle à toutes et tous que si vous voulez nous partager vos questions, vous avez accès au programme Miro. Je pense que mes collègues vont vous le renvoyer dans le chat. Vous cliquez sur le lien qui apparaît dans le chat, dans la conversation, et vous allez voir une page qui apparaît avec différents post-it virtuels, dans lesquels vous pouvez poser vos questions et qui nous seront retransmis ici. Alors, Bernard, nous avons déjà une première question pour vous. À quelle méthode est-ce que vous pensez pour instaurer des dynamiques justement participatives à l'école et pour éviter les blocages entre les jeunes et les vieux? Il y en a plein. Et moi je disais tout à l'heure que je trouve que c'est demander trop de travail, trop de responsabilités sur les épaules des enseignants que de ne pas les encourager à se faire accompagner par des gens qui sont spécialisés dans ce type de méthode active. Il y a plein d'associations qui sont financées par la communauté française. Je ne veux pas dire qu'elles foutent rien, elles travaillent, mais qui seraient sans doute, qui seraient sans doute extrêmement contentes et ravies de collaborer avec les écoles pour justement utiliser des méthodes. Donc il y a des méthodes très particulières. Enfin, vous avez utilisé des outils parfois très très simples. Donc même en temps de pandémie, avec les dispositifs tels que ceux que vous utilisez, on peut arriver à faire ça. Je pense que les enseignants devraient peut-être dans la formation initiale avoir plus de compétences sur ce type de travail-là. Donc sur la question de comment est-ce qu'on établit une relation de qualité, comment est-ce qu'on la gère, comment est-ce qu'on peut aller vers des logiques participatives. Je pense que dans la formation initiale et dans la formation continue, ça doit exister. Mais je pense surtout que, je l'ai dit tout à l'heure, l'école devrait plus s'ouvrir au monde extérieur et le monde extérieur devrait avoir un regard plus bienveillant à l'égard de l'école. Alors c'est particulier parce que je suis un peu assassin par rapport à l'école quand j'en parle, mais tout en disant que l'école, c'est l'institution scolaire, c'est la manière dont on parle. Alors moi j'ai présidé le fameux groupe dont la ministre parlait tout à l'heure, du pacte d'excellence. J'ai présidé le premier groupe de travail il y a déjà 5 ans ou 4 ou 5 ans sur ce sujet-là. Il y a des idées qui existent, il y a des projets qui existent, il y a des trucs passionnants, dont celui que vous proposez, mais qui devrait être plus connu et mieux exploité, à mon avis, au sein des écoles. On prend note de l'appel à la publicité pour nos programmes et nos outils. Merci. Ouais. Alors, une deuxième question, c'est, oui, ça rejoint un petit peu, mais quels sont finalement les leviers pour les enseignants? Je pense que le premier levier, c'est d'accepter, et j'imagine que la majorité des enseignants qui nous suivent aujourd'hui le savent, c'est accepter les faiblesses de l'école. C'est ça le premier levier, c'est accepter que le système scolaire a pris un temps de retard. Pour des raisons historiques, donc on sait qu'on se complique parfois la vie chez nous avec des réseaux, avec un système d'enseignement par cascade, avec un enseignement spécialisé, je disais tout à l'heure, qui n'arrête pas d'augmenter le nombre d'enfants qui y sont scolarisés, alors que dans tous les pays voisins, ce nombre diminue drastiquement et on va vers un enseignement plus inclusif. Donc accepter que collectivement, on a un enseignement qui devrait évoluer de manière vraiment rapide, et on voit bien les freins, quoi. Donc moi je suis pas un grand fan du pacte d'excellence. Je dis simplement que c'est la seule réforme qui est sur la table depuis 5 ans et que si elle n'aboutit pas, on va garder l'enseignement comme on l'a maintenant, quoi. Notre système scolaire comme il est maintenant.
Et on voit bien qu'il cause des dégâts. Je redis une nouvelle fois, on parle beaucoup du décrochage scolaire des élèves partant de pandémie, mais je ne suis pas certain, moi, qu'il y ait plus de décrochage scolaire aujourd'hui. Je pense qu'avant, on avait, quand les écoles étaient ouvertes, on avait dans les dernières années, on avait beaucoup ce que j'appelle moi des décrocheurs assis, des décrocheurs en classe, qui venaient à l'école sans voir le sens. Sans avoir quelque chose qui les transcende, soit parce que les relations avec les adultes de l'école étaient défavorables, soit parce que, de manière générale, ils ne voyaient pas quel était le but, quoi. Donc, on a tous évidemment, quand on est adolescent, connu des enseignants qui étaient terribles, qui donnaient une pêche et qui donnaient envie d'y croire. Mais indépendamment de ça, c'est pas une personne, c'est pas un enseignant, c'est pas une petite flamme d'adolescent qui permet de régler le truc. Et donc, je pense que les enseignants doivent effectivement être solidaires entre eux et pouvoir se dire, OK, on travaille dans un système qui est quand même un peu archaïque. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour le faire? Et de nouveau, les leviers, c'est aussi s'ouvrir à d'autres acteurs de l'éducation non formelle qui devraient normalement être plus actifs. Donc la critique, elle est des deux côtés pour moi. Moi, c'est pas une critique. Je ne comprends pas comment les relations sont si difficiles. Et quand je discute avec le monde de l'éducation non formelle, ils me disent mais c'est pas possible d'aller dans les écoles. Tu ne vois pas les réticences qu'il y a. Tu ne comprends pas combien c'est compliqué, etc. Et quand je parle avec des enseignants, ils me disent mais c'est compliqué parce que la manière dont ils voient l'école, c'est pas comme ça qu'on est, c'est pas comme ça qu'on travaille, etc. Donc là, il faut créer des relations permanentes et continues, je pense, entre ces acteurs-là. D'accord, merci. Une troisième question. Alors, est-ce qu'instaurer la participation systématique est aussi une façon de lutter contre les inégalités scolaires et permettrait d'aller vers plus de mixité, justement? Moi, je suis intimement persuadé de ça. Moi, je crois vraiment. Comment est-ce qu'elle a été formulée la question? On peut la revoir ou pas, non? Donc, est-ce qu'instaurer la participation systématique est aussi une façon de lutter? Oui, bien sûr. En fait, il y a toute mixité dedans. Mixité, c'est tout. C'est mixité au niveau du genre, mixité au niveau de l'origine socio-économique. Je suis persuadé que, et d'ailleurs on voit bien. Donc, c'est un de mes gros soucis. Même s'il y a à Bruxelles maintenant 2 exemples qui contredisent ce que je vais dire. En général, les écoles qui fonctionnent sur un modèle pédagogique participatif sont des écoles qui rassemblent principalement des enfants des classes moyennes ou des classes supérieures. Alors qu'à l'origine, si vous voyez Montessori, si vous voyez Freinet, si vous voyez De Crowley, ils ont inventé leur stratégie pédagogique participative pour répondre aux attentes des enfants des milieux populaires. Et comme ces théories on a vu combien elles sont efficaces, combien elles marchent, elles ont été récupérées, entre guillemets, par les familles plutôt aisées qui ont trouvé là une manière, entre guillemets. Et donc, il y a 2 écoles au moins qui font le pari à Bruxelles maintenant d'accueillir un public, de s'installer, entre guillemets, dans des quartiers plutôt déshérités et de travailler avec un public qui vient de toutes origines, mais en tous les cas en n'excluant pas par principe, notamment par l'implantation dans un quartier particulier, un public plutôt socio-économiquement défavorisé. Mais je crois vraiment que ces logiques sont de nature à donner parce qu'elles donnent la place à tout le monde, parce qu'elles permettent à chacun de se réaliser, d'avoir une ambition, entre guillemets, à l'école qui dépasse les apprentissages cognitifs qui sont souvent liés à une appartenance sociale et culturelle et qui les met en difficulté. Et c'est pour ça que moi je suis en plus, indépendamment de la participation, un grand fan, et je le dis clairement, même si ça peut fatiguer parfois, du tronc commun polytechnique, qui intègre non seulement, ce qu'on fait principalement à l'école de l'intelligence abstraite, mais d'autres formes d'intelligence pour valoriser des jeunes qui, naturellement, sont plus tentés vers d'autres formes d'intelligence artistique, culturelle et sportive que par l'intelligence abstraite, qui est pourtant encore le modèle très, très fréquemment utilisé dans l'enseignement actuellement. Merci. Encore une réaction et une question. Je suis tout à fait d'accord sur l'inclusion scolaire, mais nous ne sommes pas assez informés sur le sujet. Heureusement qu'il y a cette journée-ci. C'est délicat car nous ne savons pas comment adapter notre manière d'enseigner ou de réagir face à certaines situations. Alors, comment convaincre tous les enseignants et les enseignantes de la nécessité de la participation des élèves? Moi, je pense que c'est en s'y mettant. En montrant que ça marche. Je veux dire, moi je ne connais pas, je vous le dis, je ne connais pas d'exemple de classe ou d'enseignants qui ont dit on va essayer, on se met à plusieurs dans une école, on va faire un projet participatif. Je ne connais pas d'exemple où ça a été une catastrophe.
Je veux dire, je ne connais pas d'exemple où le climat s'est encore détérioré quand il était mauvais. Je connais beaucoup d'exemples où ça s'est nettement amélioré, mais je connais aussi des exemples où ça n'a rien changé. Mais je ne connais pas d'exemple où en essayant la participation, on a fait une catastrophe, quoi. On a provoqué de grands dégâts. Maintenant, c'est évident qu'en termes de formation, on est un peu sur le fil. C'est vrai que, je le disais tout à l'heure, dans la formation initiale, les logiques participatives doivent être mieux intégrées. Et en l'absence de ça, je pense qu'il faut vraiment, je le redis encore une fois, mais il faut aller solliciter les acteurs extérieurs. Si on n'ouvre pas plus les écoles sur d'autres réalités, on va s'encrouter et et pour les enseignants, ça va devenir extrêmement pénible. Moi, je le dis parce que j'ai mis les précautions oratoires, hein, mais je ne connais pas de métier aussi compliqué que le métier d'enseignant. Je n'en connais pas. Objectivement, je ne connais pas. Moi, j'ai travaillé comme éducateur de rue. Tous les gens disent c'est compliqué. Non. Moi, je travaille avec 2 ou 3 jeunes. J'ai l'occasion d'avoir des réunions d'équipe. J'ai l'occasion d'avoir beaucoup de liberté pour m'informer, etc. Les enseignants, ils sont quand même la majorité du temps en classe, avec peu d'espace de communication entre eux, et ils se retrouvent avec toute la misère du monde tous les jours. Hein. Donc, c'est quand même c'est pas évident, quoi. Je veux dire, c'est extrêmement compliqué. Et ils ont en plus la charge d'enseigner, d'apprendre des matières. Si on ne se fait pas, si on n'arrive pas à les aider dans leur boulot de manière ou d'une autre, c'est quand même un cul-de-sac et ça va devenir de plus en plus compliqué. On entend que beaucoup d'enseignants sont un peu à bout avec la période actuelle, mais de manière générale, c'est assez logique qu'ils soient à bout. Et la rotation au sein du personnel enseignant est beaucoup trop importante aussi. La durée moyenne d'un enseignant, alors je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes au boulot, elle est très courte. Hein, donc il y a beaucoup d'enseignants qui réorientent leur carrière après quelques années seulement. Et donc c'est une grosse perte évidemment, des gens qui s'en vont parce que ils avaient de l'ambition et que les conditions dans lesquelles on leur a demandé de faire le travail sont telles qu'ils n'en peuvent plus. Ça, c'est quand même du gâchis, quoi. Tout à fait, oui. Pardon. Alors, la question derrière la participation n'est-elle pas de questionner la posture enseignante et l'autorité considérée comme naturelle, légitime de l'adulte sur l'enfant ou le jeune? Mais donc ça c'est le bouleversement qu'on a connu. Hein. Donc on est passé d'une autorité horizontale, d'une autorité verticale à une autorité horizontale dans la majorité de la société. L'école est un dernier bastion où on essaie de maintenir une autorité verticale, donc c'est compliqué de la maintenir, mais c'est évident que l'évolution des technologies n'a pas facilité la vie. Je veux dire, tous les contenus scolaires sont disponibles en 2 coups de clic sur Internet. Donc la légitimité du maître d'école qui détenait un savoir et une compétence et qu'il allait la transmettre, ben cette légitimité, elle n'existe plus. Donc il faut trouver à l'enseignant une autre légitimité naturelle. Et pour moi, elle est de plus en plus dans l'accompagnement des apprentissages que dans la délivrance entre guillemets d'un contenu scolaire. Et d'ailleurs, enfin, l'exemple de l'enseignement inversé. Donc l'idée c'est que, enfin, les enseignants se connaissent. Hein, c'est plutôt que l'enseignant ne délivre un cours, hein, une connaissance particulière. L'idée c'est qu'avec une tablette ou avec un ordinateur, les jeunes fassent chez eux ce travail de prise de connaissance de la matière et que le lendemain, plutôt que délivrer la matière, l'enseignant va accompagner l'acquisition de ce qui a été vu comme matière la veille avec l'ordinateur, ce qui met plus d'égalité notamment par rapport aux compétences des familles et ce qui permet d'avoir justement une manière de travailler beaucoup plus participative et beaucoup plus solidaire et qui crée le climat justement pour aller au-delà de cette participation entre guillemets entre nous, d'aller, je disais tout à l'heure, au quartier et puis dépasser les questions d'écologie, les questions de citoyenneté mondiale que vous traitez vous. S'il n'y a pas ce minimum-là, c'est difficile, je crois. Enfin, je veux dire, c'est toujours, j'ai dit tantôt, je le redis, hein, donc je suis très enthousiaste à l'idée de faire rentrer, entre guillemets, d'autres contenus que des contenus scolaires, des contenus qui éveillent à la société, au monde, etc. C'est très, très important. Mais plus ils seront cadrés par un cadre bienveillant et participatif, mieux ce sera. Merci. On pourra en faire le slogan de la journée. Y a-t-il d'autres questions? Elle arrive. Ouais. Ah oui, c'est une vraie question. Là, vous allez voir pourquoi on oublie. On répond par oui ou par non, celle-là. Alors, la plupart des enseignants qui s'investissent dans des projets doivent consacrer beaucoup de temps bénévole, c'est vrai, on l'a dit, hein, et finissent par fatiguer ou ne peuvent pas faire car s'engagent sur d'autres plans par ailleurs. Il y a un souci de ressources aussi. Tant d'enfants ont besoin d'un accompagnement mieux personnalisé. Alors,
mais nous nous trouvons sans moyens pour les aider vraiment. La tâche est immense et grandit chaque jour. Nous avons besoin de moyens, humains avant tout. Donc, je ne sais pas si vous pouvez accorder les moyens. Non, je peux vraiment pas accorder les moyens. Je veux simplement redire, tout en respectant évidemment tout à fait la question qui est tout à fait légitime, que notre enseignement est relativement bien financé par rapport à d'autres systèmes scolaires qui sont plus performants que le nôtre. Donc, je veux bien, moi, si on dit qu'on fait tourner la planche à billets, on peut donner plus de moyens, et je souhaite qu'on puisse les donner. Mais il faut quand même savoir qu'on dépense de l'argent dans des trucs où on ne devrait pas. Donc 500 millions d'euros à peu près pour le redoublement, alors que quand même si on peut dire qu'évidemment à certains moments il faut pouvoir arrêter un gamin ou une gamine, dire non, là ça va pas, on le fait de manière beaucoup trop, et là on pourrait récupérer de l'argent. Les réseaux, n'en parlons pas, mais bon, parce que c'est un sujet tabou, mais pour moi il n'a jamais été tabou. Je ne comprends pas comment ça existe encore aujourd'hui, parce que les réseaux, c'est pas tellement le fait que chaque réseau a son centre d'études, hein. Le problème, c'est que si vous prenez ici un rayon de 5 kilomètres aux alentours, vous allez trouver par réseau une formation plomberie, une formation électricité, avec des ateliers mal foutus, avec des enseignants qui sont dans des conditions déplorables, des ateliers qui sont très coûteux et qui ne sont pas rentabilisés au maximum. C'est ça qui coûte de l'argent. Ce qui nous coûte l'enseignement spécialisé, alors que beaucoup d'enfants ne devraient pas y être, et je vous dis que l'enseignement spécialisé, on dit toujours qu'un enfant en enseignement spécialisé, ça coûte 2 fois le prix. C'est pas 2 fois, c'est 5 fois le prix. Donc, pour finalement avoir des gamins qui sont dans un enseignement où ils ne devraient pas être, et avec des filières scolaires qui sont quand même pas très heureuses, hein, des parcours scolaires pas très heureux. Donc, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut mettre plus de moyens, mais il faut les chercher en interne, quoi. Il faut les chercher en interne parce qu'on les a pas à l'extérieur. Très bien. Oui, évidemment, c'est un appel aussi. Ça me permet aussi de préciser que le cabinet de la ministre Désir nous accompagnera toute la journée. Et donc, écoute et prends note de tout ce qui se dit aujourd'hui, de tout ce que vous dites, de tout ce que vous va partager. mais voilà, donc je remercie Ils vont me dire c'est pas 500 millions, le cabinet de la ministre de s'investir dans cette journée également. Encore une question, donc. N'est-ce pas au réseau officiel, on en parlait, d'offrir une plus grande place et de s'ouvrir et reconnaître officiellement les écoles dites alternatives comme des modèles, par exemple le réseau des écoles démocratiques, et cesser de considérer comme des alternatives. Oui, tout à fait. C'est pour ça que on dit pédagogie moderne, alternative, etc. C'est des pédagogies qui sont vieilles comme le monde et qui devraient être considérées comme étant tout à fait naturelles. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça devrait devenir la norme. Un objectif. Moi, je me fous moi de savoir que ça réponde à une pédagogie une telle ou une autre, que c'est plutôt Freinet, plutôt Montessori, plutôt de Crowley. On s'en fout, ça, en fait. L'important, c'est l'esprit qu'on veut y mettre. L'important, c'est de dire, ce qu'on emploie comme terme, c'est la pédagogie institutionnelle, quoi. Je veux dire, c'est la pédagogie où chaque personne de l'institution a un rôle à jouer et est appelée à participer. Donc, c'est ça qu'il faut promouvoir. Et donc, moi, je pense que toutes les écoles, tous les réseaux devraient s'y mettre, mais effectivement, pourquoi pas l'enseignement officiel devrait y aller, quoi. C'est clairement. Mais donc, je dis encore que les écoles qui fonctionnent de manière la plus participative ont quand même été un peu repris par les familles les plus aisées, dans les quartiers les plus aisés, et sont les plus coûteuses, hein. Donc, elles sont pas accessibles à tout le monde. Enfin, encore, il y a des exemples, là, ça commence, hein. Merci. Encore une question, justement, en termes de l'inclusion. Ou les pôles territoriaux. Voilà, que pensez-vous des pôles territoriaux? Les pôles territoriaux. Bon, alors, les pôles territoriaux, je pense, moi, que c'est la bonne solution, mais il y a évidemment un gros souci sur la transition. Enfin, c'est compliqué de rentrer dans ce sujet-là parce qu'il faut tout expliquer. En tous les cas, la grosse difficulté pour le moment sur les pôles territoriaux, c'est la transition entre le modèle existant et puis vers les pôles territoriaux. Quand les pôles territoriaux seront mis en place, je pense qu'on aura plus de facilité pour organiser des aménagements universels, pour faire en sorte que tous les enfants qui ont aujourd'hui recours à l'enseignement spécialisé ne soient pas obligés, entre guillemets, d'y aller pour avoir, entre guillemets, un soutien logopédie, etc., qu'ils peuvent avoir gratuitement quand ils sont dans ce type d'enseignement, mais que la transition est compliquée. Donc je vais pas être plus long là-dessus parce que c'est un débat, on est parti sur qu'il y en a encore une, mais... On est encore parti pour un tour. On a encore une question, effectivement. Jean-Paul Gaillard explique très bien cette relation à l'autorité. Il donne aussi d'autres pistes d'action intéressantes et complémentaires aux pédagogies actives, mettant ainsi en avant la congruence au cœur de la relation. Il évoque alors la relation égalitaire, ce terme faisant souvent peur aux adultes. Ne faut-il pas agir sur la formation initiale
ou remettre davantage d'innovation dans les hautes écoles et les lieux de formation? Oui. Ça, je ne peux pas faire plus. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Oui, Je ne sais pas si dans le Miro, vous avez l'occasion de mettre des petits pouces levés. La difficulté, c'est l'œuf et la poule. Hein. Est-ce qu'on attend que la formation soit parfaite avant de commencer le chantier, ou est-ce qu'on commence le chantier et on espère que la formation suivra? Je veux dire, donc en fait, il faut commencer tout en même temps. Il faut que la formation, on sait que sur la formation, c'est compliqué, quoi. Mais c'est essentiel. C'est évident que les enseignants ne sont pas suffisants. Mais je rappelle encore, alors la 4e fois peut-être, ou la 5e fois, que le recours au monde de l'éducation non formelle, spécialisée dans ce genre de technique-là, est toujours la bienvenue. Et en plus, ça permet aux enseignants qui n'ont pas toujours l'occasion de le faire, aussi eux-mêmes d'être dans une logique solidaire, participative et citoyenne avec d'autres acteurs. Et ça, c'est quand même, pour beaucoup d'enseignants qui sont quand même souvent seuls face à leur classe, c'est quand même un soutien précieux. Et donc je pense qu'il faut ouvrir ça maintenant. Il faut quand même savoir que le monde de l'éducation non formelle est encore nettement moins à l'aise au niveau financier que les écoles. Les moyens humains là sont complètement ridicules. Donc c'est à peu près, l'enseignement, c'est 6 milliards pour l'enseignement obligatoire, et tout le secteur de la jeunesse, depuis les maisons de jeunes, centres d'éducation permanente, c'est moins de 200 millions d'euros. Donc c'est rikiki, quoi. Ouais, une différence notable. Alors, est-ce qu'il y a encore une question? On vous voit tous à l'écran. Vous avez l'air. Oui. Je vous regarde. Je vous vois tous. Vous croyez qu'on ne voit pas, mais on vous voit, en fait. Presque tous. Vous n'êtes pas encore complètement mort à la fin de la journée. Je ne sais pas dans quel état vous serez. Mais bon, il faut vous dire que les étudiants, maintenant, ils sont comme ça, là, tout le temps, toute la journée. Moi, mes filles, chez moi, je ne sais pas comment elles font pour tenir le coup, quoi. Le matin à 9h, elles sont en supérieur. Le matin à 9h jusqu'à 17h le soir devant un écran. Mais elles pètent des durites, moi, à leur place. Moi. Enfin, bon, voilà. Tout à fait, encore un autre commentaire, qui est d'accord. Donc, tout à fait d'accord pour une société et une école plus participative et moins élitiste. Toutefois, ce changement doit se faire partout, au niveau jeune, au niveau de leurs parents, au niveau des enseignants. Ouais. Donc le défi est énorme. Maintenant, est-ce qu'il s'agit de oser, de faire le premier pas, comme vous disiez tout à l'heure? Oui, enfin, moi, dans le truc, je vois quand même aussi que ce qu'on n'a pas évoqué, c'est que les relations entre les familles et l'école sont compliquées, et que là aussi, il faut mettre le paquet, quoi. Je veux dire, quand les enfants vont bien, en règle générale, à l'école, à l'extérieur de l'école, etc., c'est qu'il y a une bonne alliance éducative autour d'eux. Donc, alliance éducative entre les familles et les écoles, et ce que j'appelle le tiers-milieu, des associations qui fréquentent, des mouvements de jeunesse, enfin une série d'acteurs de l'éducation non formelle. Donc, quand ça marche, en général, ça va bien. Mais il faut pouvoir le faire, et donc il faut sortir des préconçus qui sont parfois délicats, de l'école vers les... En fait, en gros, moi qui suis souvent entre les deux, donc dans des situations compliquées où des gamins sont virés de l'école, on me demande d'intervenir, etc., je réalise souvent que, en général, quand il y a un souci, pour l'école, c'est les familles qui sont responsables, et pour les familles, c'est l'école qui est responsable. Donc, il faut sortir de ça et créer des lieux. Alors, les conseils de participation, on sait, dans beaucoup d'écoles, sont très, très mal gérés et n'existent pratiquement pas. Je pense qu'il faut aussi inviter les parents, et notamment les parents des classes populaires qui ont des difficultés avec la culture scolaire, à essayer faire en sorte de les inviter de manière proactive, conviviale, à s'intéresser à l'école, pas seulement sur les résultats scolaires de leurs enfants, mais sur le fonctionnement général et comment ils peuvent collaborer mieux avec l'école dans l'intérêt de leurs enfants. Mais c'est un gros boulot, ça. C'est un gros défi. Un gros défi, oui. Un gros. Oui, donc comme le disait cette personne-ci, c'est toute la société qui doit évoluer. Oui, bien sûr. Bon, si on a eu 10 questions et qu'il y a 100 personnes, c'est plus que ce qu'on a quand on est en vrai. Comme je le dis souvent, on ne va plus quitter moins le Zoom. On va y rester. Moins timide en ligne. Je disais tout à l'heure, après je vais pas faire tout, raconter ma vie, je m'en vais, mais vous allez à vos ateliers tout à l'heure, moi quand je fais des Zooms, il y a un chien, il est là, il participe avec nous. Ouais, il applaudit, super, extra. Bon, bref, voilà. Je disais que les ateliers, en général, ça marche bien sur Zoom, c'est bien. Il n'y a plus de questions. Très bien. Je pense qu'il y a... Si ? Il y a une question qui arrive. Très bien. C'est le chien qui me pose la question. Donc, on parlait aussi de formation initiale, mais la formation continue comme les journées comme celle-ci. Bon, après, essentiel. Voilà, et c'est essentiel. C'est essentiel. Donc, j'espère ne pas vous donner l'impression de dire que ce que vous faisiez, vous et d'autres acteurs dans les écoles, est inutile. Non.
C'est indispensable. Dans la situation dans laquelle on est, c'est indispensable. Notamment parce que ça rapproche, ça ouvre les écoles à d'autres réalités, c'est super important. Mais si l'école n'embranche pas, n'arrive pas à dire, OK, on sort de ce modèle, c'est pour ça que j'ai commencé sur le modèle d'autorité. J'ai tout un laïus là-dessus, mais trop long à faire ça ici, mais je crois que c'est vraiment la réflexion. En fait, les enseignants, quand ils sont en difficulté à l'école, c'est quand même souvent avec la relation d'autorité. Il faut dire les choses comme elles sont. Je veux dire, les enseignants se plaignent de ne pas pouvoir donner cours parce qu'ils doivent gérer des trucs avec des élèves indisciplinés, etc. Et forcément, je veux dire, on demande à des enseignants de maintenir un cadre qui n'existe plus ailleurs qu'à l'école. Ça n'existe plus ailleurs. Voilà, notre dernière question peut-être, je vois l'heure qui passe, à moins qu'il y ait encore une toute dernière après. Ne faudrait-il pas que les réseaux et le ministère cessent eux-mêmes d'avoir une relation d'autorité avec les enseignants et leur redonner leur liberté pédagogique? Oui et non. Hein. Donc, moi, je pense que c'est bien qu'il y ait un cadrage général qui soit fait. Et donc, sur le pacte d'excellence, maintenant, je vais bousiller toute ma présentation parce que j'ai du mal, moi. J'ai des compétences très multiples, ce qui fait tout l'intérêt de mon métier. Je travaille sur des questions scolaires, sur des questions de handicap, etc. Mais moi, je ne connais pas. Alors, je ne vais pas dire que je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un grand fan du pacte d'excellence. Je trouve que c'est devenu le plus petit dénominateur commun pour faire en sorte que tout le monde puisse adhérer. Donc c'est devenu très tiède. Par rapport au début, c'est devenu très tiède. Mais je ne connais quand même pas de dispositif, entre guillemets, de concertation qui a été aussi avancé que dans le pacte d'excellence. Je n'ai jamais vu autant de négociations. Maintenant, le problème, c'est que les enseignants sont très nombreux. Et que c'est compliqué d'avoir de donner l'impression à chaque enseignant de dire qu'il a son mot à dire. Et donc c'est très compliqué, mais je suis d'accord aussi que la liberté pédagogique, elle doit être laissée dès lors que le cadre est fixé. Mais pour fixer ce cadre minimum, il faut quand même de la négociation, il faut la discussion, et il faut arriver en tous les cas à une série de prescrits dans lesquels il faut se tenir. Sinon, on aura un enseignement toujours très inégalitaire. Si chacun fait un peu entre guillemets ce qu'il veut, mais par contre, sur les pratiques pédagogiques, bien sûr, il faut laisser plus de liberté. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait de dernières questions, donc je vous remercie encore pour votre...